choses ont un peu changé, donc on va avoir un débat passionnant en 2025, on a de la chance. Une vraie actualité immobilière, des opportunités, ce qu'on pourrait appeler pour certains un contexte un peu chaotique. On va faire le tour avec nos 4 spécialistes. On a vraiment un panel très large d'immobilier. On a des fonds immobiliers, on a des SCPI, on a quasiment toutes les classes d'actifs qui sont représentées. Je vais lancer le débat avec Christophe Inizan de la Française. Christophe, est-ce que tu peux nous parler un peu du marché immobilier et du marché des SCPI aujourd'hui? Oui, alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors, je suis ravi d'être une nouvelle fois parmi vous. Alors, Pierre démarre par la Française et par moi parce que, bien évidemment, le contexte que vous connaissez sur l'immobilier en général et l'immobilier à la Française en ce début d'exercice 2025 il nous a semblé important de vous faire un point rapide pour vous dire où nous en sommes. Mais avant de détailler ce qui se passe sur les fonds de la Française historique, notamment les CPI de bureau, sur lesquels je reviendrai bien évidemment plus longuement pour ceux que ça intéresse et concerne. D'abord, on est fidèle à Actualis et au défi du patrimoine, donc que ce soit dans les bons moments dont a parlé Pierre. Et c'est vrai qu'on a vécu 15 ans, moi qui travaille au sein du groupe La Française depuis 24 ans, on a vécu 15 ans extraordinaires sur la classe d'actifs immobilière et extraordinaires sur les SCPI, la pierre papier. Et c'est vrai qu'on en a parlé en préparant cette table ronde avec Pierre, la fête s'est brusquement arrêtée il y a 2 ans maintenant bientôt, un peu plus même. Et ce contexte-là de taux qui a considérablement changé, que vous connaissez, sur lequel je ne reviendrai bien évidemment pas, a impacté très très brutalement l'immobilier qui avait peut-être précédemment connu quelques excès. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'indépendamment des ajustements très brutaux sur certains segments du marché de l'immobilier, qui sont plus particulièrement concentrés sur l'immobilier dit de bureau, on y reviendra dans un instant, parce que je tiens à préciser quand même que tout l'immobilier de bureau dont on parle beaucoup n'est pas impacté de la même façon. Il s'avère que les acteurs historiques dont nous sommes à la Française, puisque nous collections à peu près 1,5 milliard d'euros par an jusqu'à 2022, investissaient majoritairement sur l'immobilier de bureau de grande taille. Et c'est vrai que cet immobilier a pris de plein fouet le choc de taux, comme toutes les classes d'actifs, l'obligataire, l'immobilier, mais plus généralement toutes les classes d'actifs. Et l'immobilier de bureau, avec le Covid, a repris une couche supplémentaire en quelque sorte de difficulté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2025, on est dans une situation où l'immobilier de bureau fait face à des défis très importants. Et je tiens à préciser, parce qu'on entend beaucoup de choses en ce moment, nous-mêmes, on avait espéré début 2024 avoir un scénario de baisse des taux assez rapide, qui, force est de constater, ne s'est pas matérialisé. Et 2024 est l'année qui a confirmé que l'immobilier de bureau était dans une situation de... Alors je vais le dire, même si c'est un mot qu'on n'aime pas trop évoquer quand on est du côté du miroir de l'asset management, on est dans une situation quand même de... Alors peut-être pas de crise, mais en tous les cas d'une suroffre très importante. Et ça, il faut quand même avoir un diagnostic partagé avant de pouvoir évoquer la suite, puisque c'est le sujet de la table ronde. On verra en conclusion quelles sont les perspectives, mais il est évident qu'au moment où on se parle, début 2025, les taux d'intérêt, les taux longs étant là où ils sont, la conjoncture économique étant là où elle est en France et en Allemagne notamment, on y reviendra tout à l'heure, Jean-François, j'imagine, on ne peut pas dire, ou il est faux de notre point de vue de dire que nous sommes sortis des difficultés que rencontre l'immobilier de bureau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir du mobilier de bureau en portefeuille, mais ça veut dire quand même que, par exemple, pour illustrer mon propos, et je fais très court, même si le temps passe vite, vous avez aujourd'hui 5 millions de mètres carrés de bureaux de disponibles en Île-de-France. Vous avez un taux de vacances de 10%, avec, et c'est là où interviennent les maisons de gestion que nous représentons ici, une très grande polarisation. D'un côté, dans le QCA, des taux de vacances qui sont très faibles, avec des loyers qui augmentent. Et de l'autre côté, je termine, des taux d'occupation qui sont très, très, très élevés et sur lesquels on va avoir un sujet de marché, c'est-à-dire qu'il y a des immeubles de bureaux qui probablement auront des difficultés à retrouver dans un premier temps un locataire, mais plus encore une valeur, qui devront faire l'objet de transformation.
Et pour prendre un peu de recul et dézoomer par rapport à cette situation, tant que les taux longs ne baisseront pas davantage, la classe d'actifs immobiliers sera challengée au sens où la prime de risque immobilière aujourd'hui ne s'est pas complètement reconstituée. Avec des différences notables entre les segments de marché. Là, j'ai fait un focus un peu plus long sur l'immobilier de bureau, mais il y a des forces de rappel très fortes. L'immobilier de santé, par exemple, l'immobilier logistique, l'immobilier résidentiel. Et on voit bien que la classe d'actifs n'est pas homogène dans son comportement, et on y reviendra dans un instant. Alors, effectivement, tu parles de taux, ça tombe bien là. Je crois que nos experts de ce matin en macro nous prévoyaient pour l'Europe peut-être une baisse de taux. Et dans ce contexte, pourtant, il y a plein de nouveaux véhicules qui se créent. Il n'y en a jamais eu autant, je crois. Avec un match intergénérationnel, faut-il préférer les jeunes, les vieilles SCPI? Jean-François, alors tu représentes t'as les deux casquettes, tu as des SCPI historiques, tu viens de lancer une jeune SCPI avec des nouveaux codes. Est-ce que du coup tu peux nous éclairer sur ces arbitrages, sur ce débat? Oui, alors juste une précision par rapport à ce que disait Christophe sur les bureaux. Je pense qu'il y a aussi le focus français ou franco-français qu'on a l'habitude de voir et de comprendre un petit peu mieux, notamment quand on est à Paris. Et c'est vrai que cette problématique de centralisation parisienne, où pendant 10-15 ans, 70% du marché, de le volume de transactions immobilières s'est passé en Île-de-France et dont 50% au bureau, a cristallisé beaucoup de portefeuilles sur les mêmes classes d'actifs et qu'à un moment donné, quand il y a une crise, forcément, ça se sent un petit peu plus. Donc on a moins ce sujet sur d'autres pays européens qui sont, comme l'Allemagne, décentralisés ou comme d'autres pays qui n'ont pas cette problématique de centralisation comme le marché français. C'était juste ma petite parenthèse. Sur les SCPI jeunes et effectivement moins jeunes, effectivement, je peux peut-être plus facilement en parler parce que j'ai les deux. Je pense qu'il y a un sujet aussi, on ne va pas les opposer parce que une SCPI avec de l'immobilier à l'intérieur et avec des véhicules importants a effectivement un portefeuille, a en règle générale une diversification qui est beaucoup plus grande. La problématique d'une SCPI jeune, c'est qu'elle commence à se constituer un portefeuille et donc il y a un degré de risque en termes de diversification qui est plus grand. Certes, on est dans un momentum aujourd'hui qui est plutôt favorable à l'investissement. Donc forcément, on va aller chercher des taux de rendement qui sont un petit peu supérieurs pour la même typologie et la même classe d'actifs. Et en tout cas la même qualité d'actifs, bien entendu supérieure étant donné les variations de taux qu'on a connues. Donc aujourd'hui, ces jeunes SCPI, entre guillemets, bénéficient d'une fenêtre d'investissement un petit peu plus importante et ne subissent pas un stock qui est un petit peu moins rémunéré, puisqu'effectivement a été acheté pendant certaines années à des niveaux de taux de rendement un peu inférieurs. Donc oui, il y a on va dire une prime à lancer des nouveaux véhicules. Après, il faut être, comme d'habitude, il faut être assez regardant sur la taille et la typologie de la société de gestion, puisqu'il y a pas mal de sociétés de gestion qui se lancent, qui n'ont pas forcément non plus peut-être une capacité d'absorption de la collecte suffisante pour investir, et je le dis cash, dans forcément de bonnes conditions et avec une bonne sélectivité. Parce que je pense qu'on pourra en reparler. Aujourd'hui, il y a de tout dans le marché. C'est pas parce qu'on achète des actifs avec 9 ou 10% de rendement que ce sont des bons actifs, en tout cas pour notre classe d'actifs SCPI, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une SCPI, la durée de détention d'un investisseur privé, c'est 20 ans. Et donc on s'inscrit dans la durée, et donc l'actif immobilier dans lequel on investit doit aussi s'inscrire dans la durée. Et aujourd'hui, d'acheter un simple taux de rendement peut effectivement avoir des conséquences un petit peu négatives dans le temps si le locataire n'est pas solide, si l'emplacement du bien n'est pas sélectionné avec une grande importance. Et je pense qu'aujourd'hui, et peut-être même encore plus qu'avant, il y a le côté asset management et le côté sélectivité de l'actif qui doit être très très important. Donc voilà, il faut aussi entendre, et en tout cas pour le coup, c'est pas mon travail, c'est plutôt votre travail en tant que professionnel du patrimoine, de vous poser aussi de temps en temps ces questions-là sur la qualité de l'actif, la qualité de la société de gestion, la qualité de son fonds, et pas forcément, comme on voit partout dans la presse en ce moment, que des taux de distribution qui sont même annualisés. Voilà, certains lancent des taux à 2 chiffres avec un seul trimestre de distribution. Donc voilà, c'est un peu n'importe quoi, pour être complètement transparent. Alors tu fais bien de le préciser, il y a plein de financiers dans la salle aguerris, ils savent que le rendement correspond souvent à un risque. C'est vrai en obligataire et en IMO aussi. Alors Rudy, justement à propos des bureaux qui peuvent parfois avoir besoin de connaître une seconde vie, qu'est-ce que vous faites chez M Capital ?
Merci, oui. Alors nous, à M Capital, on vient du private equity, donc notre métier, c'est d'essayer de rechercher de la valeur sur des actifs qui, quelquefois, sont obsolètes. Alors, en l'espèce, les bureaux, pour nous, c'est finalement le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et les bureaux, pour nous, c'est aussi une opportunité à l'achat. Alors, est-ce que les prix sont au bon niveau? Ça, c'est une autre question qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, notre perspective aujourd'hui sur les bureaux, c'est de pouvoir les acheter, les repositionner sur des marchés qui sont un peu périphériques à l'immobilier. Alors, est-ce qu'on est toujours dans l'immobilier? En l'espèce, pour nous, c'est d'acheter ces bureaux et de les repositionner dans un univers qui est celui de l'hôtellerie. Alors, l'espèce des suites hôtelières, qui vont générer plus de rendement pour les possesseurs de ces actifs et qui vont, pour nous, créer des belles opportunités, en tout cas Paris intramuros, avec un sous-jacent qui est finalement plus l'immobilier, et qui est celui de l'hôtellerie de manière générale, du tourisme de manière encore plus macro, avec des tendances très fortes en matière d'hôtellerie sur Paris aujourd'hui, puisque on est revenu à des niveaux supérieurs aux nuitées pré-Covid. Donc on a récupéré la crise Covid que l'on a tous connue. Et finalement, des actifs qui sont loués à l'année, à hauteur sur des taux d'occupation qui sont extrêmement significatifs, et qui vont générer des revenus distribués de manière semestrielle dans des proportions assez significatives. On est sur des distributions qui sont de l'ordre de 7 à 8%, et qui sont relativement peu volatiles, puisque le marché du tourisme à Paris aujourd'hui est un marché très solide. Donc oui, le bureau pour nous peut être aussi une classe d'actifs intéressante, dans une perspective de repositionnement en fait. Oui, je vais passer la parole à Christophe Boutors et non pas Benoît Méon de chez Télamon. On va t'appeler Christophe de Télamon et Christophe de la Française parce qu'on a deux Christophe aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter votre vision de l'immobilier et votre manière de traiter l'immobilier? Alors nous, on a un profil un petit peu particulier puisqu'on est d'abord développeur depuis une trentaine d'années en logistique, en parc d'activité, en résidentiel, et ensuite asset manager, d'abord pour des grands institutionnels, et puis plus récemment, on s'est lancé dans la distribution de produits à votre attention et à ceux de vos clients, notamment sur la partie logistique avec une société civile qui s'appelle Nao Logistique, qui est, comme Olivier l'a présenté tout à l'heure, référencée chez Cellentia, et qui effectivement a une performance à 2 chiffres l'année dernière. Nous, on a une vision du marché, on a une chance. Moi, je considère que c'est une chance. Je ne vais pas dire qu'on a fait exprès, c'est qu'on part dans un moment où on n'a pas de stock. C'est comme ça. Et on a une deuxième chance, c'est qu'on est sur ça. Pour le coup, ça fait plus longtemps qu'on est sur le sujet. Pour le faire encore une fois pour des institutionnels et en tant que développeur, on est sur la partie logistique qui connaît une croissance très importante et qui devrait connaître une croissance très importante dans les années qui viennent, notamment grâce au sous-jacent e-commerce. C'est assez simple à comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour traiter la même quantité de marchandises, quand on la traite en e-commerce, il faut 3 fois plus de mètres carrés en logistique que quand on la traite en palette traditionnelle. Donc plus le taux de pénétration e-commerce va monter, plus il va falloir des mètres carrés, et ça va être des besoins qui sont sans rapport avec ce que le marché est capable de produire. C'est pour ça que de grands investisseurs anglo-saxons investissent dans ces classes d'actifs de façon systématique depuis des années. Je pense notamment à Blackstone. Et la France, les investisseurs français sont passés un peu à côté du sujet, puisque 80% des investissements en logistique sont faits par les étrangers. Et aujourd'hui, dans les plus ou moins 100 milliards d'investissements dans les produits pierre-papier, il n'y a que 2 milliards de logistique, alors que ça représente 40% de l'investissement l'année dernière en immobilier d'entreprise. Donc voilà, donc nous on a cette chance-là, et du coup on propose ces produits-là, mais au-delà de ça, aujourd'hui on est dans une période, moi je ne suis pas, on en discutait tout à l'heure, on est sur des niveaux de taux d'intérêt, moi je ne parie pas tout sur la baisse des taux d'intérêt. La logistique a très bien marché à ces niveaux de taux d'intérêt pendant des années. On est dans un marché où toute la pente de risque se reprice, les produits core ou produits value add. On est dans un marché compliqué parce qu'il y a des changements de comportement très importants. Le bureau pâtit énormément du télétravail. Moi, je pense qu'on est en train d'y revenir. Je ne sais pas je ne suis pas dans le bureau, mais je pense qu'on a été à un extrême. Comme ça va se rebalancer un petit peu. Et donc voilà, donc on est dans un marché où on joue à la fois sur des données financières et aussi sur des données comportementales. Mais une fois qu'on a dit ça, si on a des vraies convictions, il y a plein d'opportunités dans toutes les classes d'actifs. Il faut juste être très sélectif. Aujourd'hui, nous, on regarde
il y a beaucoup de sujets, on a beaucoup de sujets sur lesquels on dit non, qui ne sont pas forcément des sujets mauvais, mais parce qu'il faut vraiment bien choisir ces sujets, avoir des convictions, se poser la question du timing de sortie, des conditions de sortie, surtout pas parier sur l'évolution des taux, parce que si vous faites des bilans d'opération où vous pariez tout sur l'évolution du taux, vous voyez le monde d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, hein. Mais encore une fois, c'est des conditions de marché dans lesquelles l'immobilier, pendant 20 ou 30 ans, a été très performant. Donc, en tout cas, nous, on s'amuse bien. C'est un vrai sujet, il faut être discipliné, il faut avoir des convictions, mais il y a des belles choses à faire en immobilier. Et c'est pas quand les taux seront revenus à des niveaux très bas et que tout sera au plus haut et que les risques seront plus pricés qu'il faudra se poser la question d'éventuellement revenir sur l'immobilier. Parce que là, on sera à peu près sûr qu'on est à un niveau haut. Donc, voilà, nous, on est dans cette dynamique-là. Et tu as raison, la notion de timing et la notion notamment de liquidité de l'actif est essentielle en fait. Ce que nous regardons, c'est au-delà du taux et du bien acheté ou pas et du bon prix, qu'on ne connaît pas encore complètement puisque le marché n'a pas complètement fixé le prix d'équilibre aujourd'hui. C'est surtout la sortie. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'actif et de quelle manière on va trouver une liquidité. Nous concernant, nous ne prenons pas de risque sur l'aléa commercial, sur la liquidité de l'actif. On achète des actifs que l'on sait valoriser en sortie, que l'on sait vendre et que l'on sait mettre en liquidité sur des délais, alors plus ou moins brefs, selon les stratégies que l'on vend à nos partenaires. Mais la notion de sortie et de liquidité est pour nous essentielle. Oui, juste une petite précision quand même, parce que on a parlé, j'ai introduit le marché sur la partie immobilier de bureau, étant entendu qu'il y a un point qui me semble-t-il, échappe un peu à ce qui fait l'écosystème, c'est que, indépendamment du repricing qui est réel malgré tout, vraiment, il y a des actifs, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais il y a un moment donné, il faut quand même, la réalité du marché, c'est qu'il y a des actifs qui ont fait moins 40, il y en a qui ont moins bougé, mais il y en a qui vont jusqu'à moins 40. Il y a des actifs sur lesquels aujourd'hui il n'y a pas de prix, parce qu'on oublie quand même un élément central, c'est que les transactions ne sont pas vraiment reparties, sauf sur quelques types d'actifs, en tous les cas pas sur les actifs de grande taille. Mais malgré tout, un élément de positivité dans ce contexte-là, en ce qui nous concerne en tous les cas, c'est que les fonds ont des indicateurs financiers, c'est pour ça que je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit, au plus haut. Et c'est là où ce n'est pas du tout intuitif. C'est-à-dire que quand vous analysez un fonds, on y reviendra probablement, j'imagine, si on a le temps, vous avez ce qu'on appelle sur les SCPI, on ne fait pas tous des SCPI, mais l'actif de rendement par essence, aller chercher un revenu pour les clients, ce qui est l'objectif que vous avez quand vous préconisez des SCPI en général. Vous avez des taux d'occupation très très élevés, des taux d'encaissement très très élevés. Mais le sujet, et on se tient à votre disposition, c'est quand même qu'il faut regarder à l'intérieur, sous le capot, comment se monitorent les mesures d'accompagnement, quel impact l'absence de collecte a sur le comportement des fonds, indépendamment du marché en tant que tel. Et c'est là où il y a un gros travail à effectuer, c'est-à-dire que vous pouvez avoir facialement des fonds qui se comportent très bien, et pour autant, derrière, il y a des mécaniques à l'œuvre qui viennent impacter la valorisation du fonds. Et ça, c'est dans le contexte actuel. Ce n'est pas hier ou demain, c'est aujourd'hui. Donc cette réalité de marché, je partage tout ce qui a été dit, mais quand même, il faut avoir une vision objective de cette situation. Et cette situation en France, mais aussi en Europe, hein, elle n'est pas homogène. Mais nous, on est, comme Jean-François, présent en Allemagne. Ce qu'on voit en Allemagne, c'est qu'il y a une cohérence à ce qui se passe sur le marché français. C'est-à-dire les immeubles de grande taille subissent une pression baissière sur les loyers parce que post-Covid, il y a eu une inflation assez forte. Souvenez-vous, on a indexé les loyers. Et aujourd'hui, il y a un écart qui s'est créé entre les loyers de marché et les loyers que certaines entreprises embarquent dans leur baux actuels. Donc ce que nous, on regarde de très près, c'est au moment où les baux vont se renégocier, est-ce que les locataires vont redemander des négociations parce que le loyer de marché a baissé ou pas? Et ça, c'est étroitement corrélé à la situation économique des différents pays. On a parlé de l'Allemagne, mais c'est également valable en France. Donc il faut aussi, mon discours de prudence, il n'est pas négatif, c'est juste que voilà, faut faire attention. Nous, on est très attentifs. Et je termine en disant, parce qu'on a beaucoup parlé de la française dans ce début d'année, je précise qu'il y a des arbitrages qui sont faits en grande quantité. On a vendu 400 millions d'euros qui se font à valeur d'expertise, voire avec des plus-values. Donc on voit bien qu'il y a le marché, il y a les fonds, et ces situations sont très diverses. Et Jean-François, comment vous voyez les choses chez Advenis, les opportunités 25 ?
Alors sur les opportunités, enfin, c'est pour repositionner aussi par rapport à ce qui vient d'être dit et l'importance pour nous de la diversification. On a des véhicules qui sont 100% investis à l'étranger, pas en France. Donc on ne subit pas effectivement cette pression, comme je le disais tout à l'heure, sur l'immobilier parisien, en Ile-de-France, parce que c'est essentiellement là où ça se passe, hein, quand vous êtes en région et que vous avez des locaux d'activité dans une ville de province. Aujourd'hui, vous n'avez pas trop de problèmes de valorisation, parce qu'il voilà, n'y a pas beaucoup de référentiels non plus, et donc je pense que ça se concentre beaucoup sur l'immobilier de bureau à Paris. Quand on est sur des zones, effectivement, comme on l'a aujourd'hui sur l'Allemagne, sur l'Europe du Sud, aujourd'hui en Europe du Sud, on a eu aucun sujet, dans le sens où l'Espagne, étonnamment, résiste après Covid de manière très très significative. 3,2% de PIB, meilleur taux de croissance de PIB l'année dernière, et ça fait déjà quelques années que ça dure, et avec une perspective à 2,50 cette année, soutenu par le tourisme qui est en train de monter en flèche, soutenu effectivement par les industriels qui aujourd'hui, de par les coûts de main-d'œuvre, sont un peu tentés d'aller plutôt en Espagne et au Portugal. Donc on ne voit pas effectivement ces problématiques que subit la France. Pardon. Et pareil pour les pays d'Europe du Nord qu'on est en train d'attaquer, parce que c'est un bon momentum, parce que c'est des pays qui ont repricé. On a, comme souvent en France, on n'a pas forcément appliqué les baisses tout de suite, on attend que ça passe et puis on verra si effectivement peut-être on passe à travers, ce qui est rarement le cas. Donc aujourd'hui on subit en fait en France ce que UK par exemple, Netherlands a fait il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'ils ont baissé directement de 20 ou 30% leurs actifs. Ils ont un marché qui s'est complètement retourné, et à l'inverse, en 2024, en Suède, dans les Nordiques aussi, UK, on est à plus de 50% de volume de croissance de transactions l'année dernière, et avec des prix qui sont déjà repartis à la hausse. Donc on voit bien effectivement aussi que c'est des stratégies différentes en fonction des acteurs et en fonction des pays, d'où l'intérêt, mais ça reste l'ADN d'une SCPI. Hein. Si on fait la SCPI, c'est que pour ça, c'est la diversification, et nous, effectivement, notre ADN groupe, pour le coup, c'est vraiment la diversification géographique. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en tire un petit peu mieux parce qu'un peu moins de concentration sur un même secteur et un peu moins de concentration sur un même pays. Et donc, on va chercher des diversifications avec des pays qui fonctionnent de manière un petit peu différente d'un point de vue économique. Donc, les perspectives, elles sont plutôt... Voilà, parce que je suis assez d'accord avec tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore où sont les prix de n'importe quelle classe d'actifs d'ailleurs. Parce que voilà, les volumes de transactions ne sont pas revenus partout. Et donc aujourd'hui, vous avez encore des évaluations qui embarquent voilà, un moitié-moitié, on va dire, entre le passé et peut-être quelques transactions qui se passent aujourd'hui. Et donc les évaluateurs sont un petit peu entre les deux. Après, vous avez quelque chose qui est mécanique aussi. Hein. Voilà, j'étais dans les Nordiques il y a très peu de temps. Vous avez beaucoup de vendeurs aujourd'hui qui ne sont pas vendeurs, entre guillemets, enfin, pardon, beaucoup de propriétaires qui ne sont pas vendeurs parce qu'ils ne sont pas prêts à baisser effectivement leur prix. Donc pourquoi les volumes de transactions sont très faibles? C'est que d'une part, il y a un peu moins d'investisseurs. Tous les investisseurs institutionnels, pour la plupart, sont sortis de la place depuis 2-3 ans. Ils commencent à peine à revenir. Mais effectivement, vous avez surtout des vendeurs qui ne sont pas prêts à baisser de 10, 20 et encore moins 40 ou 50%. Donc où est la vraie valeur aujourd'hui? Personne n'en sait rien. Oui, et Christophe, chez Telamon, du coup, vous arrivez sur sans stock, vous arrivez du coup en opportuniste. Comment vous arrivez à gérer cette situation qui a l'air à vous entendre idéale? Non, je ne vais pas vous dépeindre un monde idéal. Hein. On fait de la promotion logement et les ventes en logement se sont arrêtées net depuis 1 an et demi. Donc je ne vous dépeins pas un marché idéal, je dis simplement que c'est un marché où la pente des risques, reward, c'est vraiment repricé d'une situation qui n'était pas normale. Donc on revient à des conditions de travail qui sont peut-être plus douloureuses, mais qui sont des conditions de travail, je pense, plus saines. Après, il faut avoir encore une fois des vraies convictions. Sur toute la partie logistique, comme c'est un métier qu'on connaît par cœur, on a des vraies convictions. On est dans ce marché et on ne s'invente pas sur un marché en 6 mois. C'est pas vrai. Alors nous, en plus, on a l'avantage d'être à la fois côté asset et côté développeur, donc on fait vraiment le 360. Et sur d'autres stratégies qui sont des stratégies plus value-add, là, c'est vraiment oui, il faut être agile, opportuniste et avoir le plus de liberté de mouvement possible et pas sauter sur tout ce qui bouge. Il faut faire son boulot et choisir les opérations qu'on considère comme bonnes. Et elles le seront pas toutes. Et pas en pariant.
Moi, j'ai combattu pendant de nombreuses années en logistique avec des concurrents qui mettaient des hausses de loyer de 10% par an sur 10 ans dans les business plans. Donc oui, ça, je ne peux pas me battre, moi, contre ça. Ça, c'est en train de se calmer. Idem sur les évolutions de taux d'intérêt. Donc on est en train de remettre l'asset management quand même, si même parfois c'est douloureux, on est en train vraiment de remettre, je pense en tout cas, le travail de l'asset manager au cœur du système. Et ce n'est pas l'évolution des taux d'intérêt qui va faire la performance. En tout cas, ce n'est pas le seul driver. C'est vraiment l'asset manager, comment il gère ses actifs, comment il gère ses contraintes, parce que tout le monde a des contraintes, comment il gère ses locataires, accepter de baisser un loyer pour avoir un immeuble plein, jusqu'où, quel effort faire. C'est un travail micro de tous les jours et c'est là-dessus que la différence va se faire, je pense. Rudy, oui, 2025. Oui, en tout cas, je partage évidemment les opinions qui ont été exprimées. Et c'est vrai que le métier de l'asset manager est de nouveau au centre. On est revenu à des hypothèses de croissance bien plus raisonnables. On connaît à peu près les hypothèses de pricing de nos actifs lorsqu'on les achète. Et on connaît les sorties. On sait ce que le marché désormais est capable d'acheter ou pas. Et donc on est sans doute bien plus raisonnable sur nos perspectives de valorisation, sur nos projets. Pour revenir sur ta question qui est celle du marché, nous on est toujours très positif sur un marché très résilient qui est le tourisme, qui est notamment dans les grandes métropoles. La première d'entre elles étant Paris, qui reste la première destination commerciale mondiale avec des taux d'occupation très forts et des rentabilités très élevées. Après, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les tendances de fond, notamment du logement, même s'il a été malmené, et même si on comprend qu'il a souffert parce que la production de logements s'est arrêtée net, il reste néanmoins que les Français ont besoin de se loger et qu'il y a une vraie carence de logements à disposition des Français et qu'il faut trouver des solutions. Alors, parmi lesquelles on va retrouver la production de logements sociaux, là encore, qui peut être extrêmement profitable pour les opérateurs, par lequel nous pouvons investir, parmi lesquels la rénovation d'actifs obsolètes. On parle par exemple de vieilles maisons ou de vieilles immeubles qui sont des passoires thermiques que l'on va rénover pour les repositionner dans un marché du locatif et notamment du co-living, qui est une grande tendance de fond française et européenne, avec plus de rentabilité, plus de liquidité et donc plus de sorties commerciales en matière de sortie, de vente d'actifs. Il y a aussi les dents creuses, par exemple à Paris, qui sont extrêmement nombreuses et qui offrent des opportunités intéressantes d'investissement pour créer des logements au cœur de la ville, aux dernières normes environnementales, sans trop d'aléas commerciaux. Lorsque vous produisez 4 logements en cœur de ville, vous n'avez pas encore produit les logements, que vous les avez déjà vendus s'ils sont au bon prix. Donc, évidemment, dans tous les marchés, il y a des opportunités, même dans celui du logement. Voilà. Donc, le tourisme, bien sûr, avec les suites hôtelières, l'hôtellerie de manière générale, et quelques niches de marché sur la tendance du logement. Pardon, excuse-moi. Conviction. Enfin, avant les convictions, quand même, juste dire un petit mot sur ce qui a été fait au sein du groupe La Française, parce que je me voyais mal venir ici et faire comme s'il ne se passait rien. Juste vous dire que les décisions du groupe de début d'année ont eu vocation, sont très déceptives, hein, clairement. Voilà, faut dire ce qui est, pour le dire poliment. Après, les explications tiennent au fait principalement que, sur le scénario central, on forçait de constater qu'on s'est trompé. Sur la baisse des taux, ça a été dit, elle n'est pas arrivée. Et donc, de facto, ça n'a pas joué la force de rappel qu'on escomptait en 2024. Et fort de cela, en l'absence de collègues, il a été décidé en fin d'année de repositionner, suite aux expertises de fin d'année qui ont été assez dégradées, de repositionner, pour ceux qui aiment la technique, en bas de bande nos prix de part, ce qui est un choix qu'on assume pleinement, qui fait l'objet de beaucoup de discussions, mais pour ne pas avoir à y revenir, parce que nous pensons, et je plombe l'ambiance, j'en suis désolé, que ce n'est pas fini. Ça, c'est le message qu'on voulait vous faire passer sur l'immobilier de bureau. Après, pour quand même partager ce qu'on vit nous au quotidien, il y a d'autres thématiques, et je vais m'inscrire, une fois n'est pas coutume, en faux par rapport à ce qu'a dit Jean-François, ça nous changera. Moi, je ne partage pas du tout l'idée qu'il y a match entre jeunes et anciens SCPI, pas du tout. On en est un bon exemple, en tous les cas un exemple tout court, c'est qu'on a des anciens SCPI qui sont investis sur de la logistique
qui délivre quasiment, pas tout à fait 6%, depuis plus de 12 ans. Donc c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les SCPI de bureau, et j'en termine, je ne vais pas faire monopoliser la parole, mais quand même, pour vous passer le message de ce qu'on vit nous, c'est que l'immobilier de bureau, sur lequel on a été très investi, parce que le marché était là, je redis, il ne faut pas jeter aux orties ce qu'on a adoré il y a quelques années. On investissait sur la classe d'actifs qui était la plus profonde, l'univers d'investissement qui était partagé par tout le monde, l'économie servicielle française, personne ne la contestait, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on commence à avoir cette petite musique qu'avoir une économie servicielle en France versus ce qu'on peut voir en Allemagne, ce n'est pas finalement une si mauvaise chose. On en débattra pour ceux que ça intéresse. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y a eu des excès, mais des excès liés à la classe d'actifs. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a peut-être un retour au bureau, c'est pas faux, mais probablement qu'on ne reviendra pas au monde d'avant sur l'immobilier de bureau en périphérie. J'en termine, mais les actions qu'on a menées et qu'on continue à mener, c'est pour stabiliser les fonds et offrir des perspectives, parce que vos investisseurs, vos clients, bien évidemment, ont acquis des parts de SCPI pour avoir un coupon. Et l'essentiel, indépendamment de la valeur, même si ça ne fait jamais plaisir, c'est que le coupon soit le plus pérenne possible. Nous, on fait ça depuis 40 ans. C'est la crise la plus brutale qu'on vive. Ça n'a rien à voir avec 2008, et j'y étais pour ceux qui y étaient. Ça n'a rien à voir. Donc on y travaille, et on a bon espoir de pouvoir vous revenir d'ici 12 à 18 mois avec des nouvelles qui auront confirmé que les décisions qui ont été prises, qui sont très douloureuses, ont été prises dans l'intérêt des porteurs. Merci Christophe. Alors tu parlais de coupons, effectivement l'immobilier c'est souvent le produit idéal pour avoir du coupon récurrent. On peut aussi générer de la valeur, de la plus-value. On reproche souvent à l'immobilier sa fiscalité quasi confiscatoire sur les revenus fonciers. Et je crois que sur ce sujet, vous avez tous soit une fiscalité pan-européenne pour certains véhicules, voire tous, soit de la flat tax. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus parce que c'est quand même très intéressant quand on est dans l'IMO. On va commencer par Rudy. Excuse-moi, oui, nous, on échappe effectivement à cette fiscalité confiscatoire puisque on a des montages un peu spécifiques pour investir dans ces actifs de gestion, que ce sont les hôtelleries, que ce sont les suites hôtelières ou que ce sont encore d'autres opérations gérées. On est sur les revenus des capitaux mobiliers, donc on échappe évidemment à l'IFI, par exemple. On échappe on est sur la flat tax pour les particuliers, et donc on a une fiscalité très attractive si on se compare par exemple des SCPI qui n'auraient pas les avantages d'être pan-européennes. Donc, voilà. Alors, je vais en parler rapidement, mais tout le monde sait comment ça fonctionne. Donc, effectivement, l'avantage, au-delà des diversifications et au-delà d'aller chercher des marchés beaucoup plus profonds et beaucoup plus importants en termes de volumétrie d'investissement en Europe, c'est qu'on bénéficie de la non-double imposition. Donc, la SCPI va payer ses revenus dans les pays dans lesquels elle investit, que ce soit en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en UK, etc. Et on bénéficie d'un crédit d'impôt quand on est investisseur français. Donc, on ne va pas payer la TMI ni la CSG-CRDS. Et donc il n'y a que le fruit du revenu de source étrangère qui va être intégré à la base taxable. Et donc forcément, quand on a des niveaux d'imposition à 41 et plus CSG, CRDS, c'est beaucoup plus compétitif. Donc nos rendements ne sont pas forcément dans les hauts classements, puisqu'on va chercher plutôt des stratégies corpus avec une conviction très forte sur la qualité du locataire. Et donc forcément, c'est des rendements qui sont un peu plus faibles de ce qu'on peut trouver par ailleurs. Mais quand on regarde la fiscalité nette après fiscalité, c'est assez compétitif. Donc, voilà. Donc effectivement, il y a un petit boni entre guillemets pour les SCPI européennes par rapport à des SCPI françaises en termes de taux net après fiscalité. Et j'ai oublié de dire aussi qu'on s'appelle IFI. Ah oui, hors IFI, oui tu l'as dit. Oui, tout à fait. Enfin, un sujet qui me tient à cœur habituel. J'ai longtemps animé la table ronde ISR et on a la chance d'avoir à la fois deux acteurs qui ont des SCPI qui ont tous leurs fonds ISR et aussi deux Bicorp, deux entreprises à mission, ce qui est quand même très, très impactant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'intérêt d'être ISR, les contraintes et l'intérêt d'être Bicorp et les contraintes associées? Alors en deux mots,
nous, nos 3 SCPI, donc la dernière, elle vient d'être labellisée, et les 2 premières viennent d'être renouvelées pour les 3 prochaines années, puisqu'on avait fait la labellisation ISR il y a 3 ans. Pour nous, c'est très important, et on le constate dans les valorisations de nos actifs. L'ISR, ça coûte, hein, c'est pas gratuit, parce qu'on fait pas mal de travaux sur nos actifs. Là, on a un plan, notamment en Allemagne, d'installer la totalité de panneaux photovoltaïques sur la totalité de nos actifs immobiliers. Donc forcément, ça a un coût. Ça vient impacter la performance du fonds, forcément. Mais à l'inverse, ça protège la valeur, et on le constate depuis 3 ans maintenant. Donc on est convaincu à 200% qu'on n'a pas le choix, et ça rend les actifs plus attractifs pour les locataires. Ça protège aussi le loyer et le coût de ce loyer-là, puisque forcément on n'a pas la même relation en termes de cession, notamment d'électricité, par rapport à nos locataires. Donc pour moi, il n'y a pas photo, c'est une condition sine qua non. Il faut être labellisé, ne serait-ce que pour les associés et pour protéger la valeur de nos actifs. Voilà. Donc le court terme, par contre, c'est que, bien entendu, c'est des capex, c'est des travaux, et ça vient impacter la performance du fonds. Mais ce n'est pas un choix, c'est une obligation de toute manière. Oui, alors sur l'ISR, bien évidemment, c'est un sujet, ça c'est incontestable. Après, est-ce que ça se retrouve dans les valeurs? Je vous réponds que non. Aujourd'hui, les expertises ne tiennent pas compte, et c'est un grand sujet de place, en tous les cas, sur l'immobilier de bureau parisien. Mais sur les experts, on s'est battu encore il y a 2 mois sur les valeurs d'expertise de fin d'année. Il n'y a pas de valeur verte embarquée dans les immeubles de bureaux aujourd'hui, alors que, en ce qui nous concerne, nous avons des SCPI qui sont toutes article 8, voire 9 SFDR, voire labellisé ISR. Malheureusement. Donc dans les méthodes de valo en tant que telles, alors c'est une force de rappel, Jean-François l'a souligné bien évidemment pour les locataires, parce que être ISR, au-delà du label, ça embarque des économies d'énergie pour la partie ESG, mais pas que, hein, bien évidemment. Donc il faut être ISR. Est-ce que ça embarque de la valeur? Je vois Jean-François respirer qui n'est pas d'accord, mais nous, en tous les cas, malheureusement, on n'a pas monitoré la valeur dans les fonds immobiliers, et Dieu sait pourtant qu'on consacre énormément de fonds à cette dimension-là. Soit le patrimoine est déjà aux normes, soit on y consacre des capex, comme tu l'as dit très justement. Par contre, il est certain que ce qu'on vit sur le résidentiel, on va le vivre sur le tertiaire, et là ça va arriver assez vite. Donc sur le résidentiel, je rappelle, tout ce qui est F et G, pas louable, et on va monter assez vite dans les lettres. Sur le tertiaire, avec le décret tertiaire, on y arrive. Donc, tous les bâtiments qui ne sont pas aux normes vont subir une décote probablement très forte, et ceux qui le sont vont probablement à minima garder une valeur certaine. Et ça, c'est une façon de voir les choses un peu différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une prime à la valeur verte dans l'expertise. Par contre, ça défend la valeur de manière certaine. Donc ça, il faudra regarder comment ça évolue dans le temps. Mais bien sûr qu'on est tous impliqués sur cette dimension-là, c'est un élément central. Je précise un truc par rapport à Christophe, mais il a raison sur le fait qu'aujourd'hui, les évaluateurs n'ont pas tenu compte dans les évaluations encore, mais ça devient une obligation à partir du 1er janvier 2025. Donc petit à petit, ça va arriver, cette fameuse loi verte dans les valorisations des actifs immobiliers. Et je maintiens ce que je dis, ça a une importance, parce que d'avoir un actif aujourd'hui, on le voit sur des actifs où on a complètement transformé le chauffage avec de l'aérothermie, du panneau photovoltaïque. J'ai rempli l'immeuble que j'avais un peu de vacances à l'intérieur, et je te confirme qu'en termes de valorisation, ça se voit quand je le remplis plutôt quand il y a de la vacance. On va rester là, mais on finira la prochaine fois, on est d'accord. Et Christophe, donc Christophe et Rudy, l'entreprise à mission, peut-être que tout le monde ne connaît pas les Bicorp, les entreprises à mission. Pourquoi vous avez choisi d'adopter ces statuts? Nous, on certifie tous nos fonds et toutes nos opérations de promotion. BREEAM, HQE, ISR, article 8. Donc c'était naturel pour nous de trouver le bon marqueur des efforts qu'on faisait au niveau corporate. Et le label aujourd'hui, je pense, le plus sérieux, le plus reconnu, qui va prendre l'essentiel de la place, c'est le label Bicorp, qui est un label assez exigeant. Hein. C'est un process de... Nous, en tout cas, ça a mis 1 an et demi à être mis en place, etc., qui est assez structurant pour l'entreprise, mais ça, moi, ça me semblait assez logique de le faire. Après, sur tous ces sujets-là, je partage ce qui a été dit. Après, tout est un sujet de mesure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans l'excès de mettre des nichoirs et des ruches. Hein. C'est sympa, je ne suis pas sûr que ça fasse une grande différence sur le réchauffement de la planète, avant de parler des valorisations. Donc il faut simplement trouver un chemin sur lequel on travaille, qui est crédible. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je le vois sur les activités de développement en logistique,
On nous demande toujours beaucoup plus, ça ne se retrouve pas dans les valorisations. Par contre, je pense que ça va se faire par le bas, c'est-à-dire que toutes les opérations qui ne vont pas être labellisées, qui ne vont pas être au niveau, vont rencontrer de plus en plus de difficultés à trouver des utilisateurs, à trouver des prêteurs, parce qu'aujourd'hui les grilles de lecture des banquiers deviennent très exigeantes sur ces sujets-là. Et donc, petit à petit, il y a des immeubles, s'ils sont sous-investis, ce qui va être un gros challenge de demain. Moi, je pense qu'une des grosses différences des 10, 20, 30 années qui viennent par rapport aux 20 années qui sont passées, c'est que le niveau de CAPEX dans les immeubles va être beaucoup plus significatif. Et ceux qui ne le feront pas auront des pertes de valeur très difficiles à rattraper sur la durée. Donc quand on est sur des produits de rendement, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais ça veut dire qu'il faut avoir un pilotage, là encore, au niveau de l'asset management qui est assez fin. Parce qu'il y a tout de suite une petite tendance dans Excel à limiter les CAPEX pour optimiser le rendement pour ceux qui n'ont pas... Donc, et là, vu les changements qui sont à l'œuvre sur l'actif, on ne va pas pouvoir faire comme on a fait pendant 20 ou 30 ans. Ça, c'est sûr. Alors, sur les raisons, si tu veux, je peux commencer par ça. J'ai du mal à t'exprimer les raisons. C'est un choix qui a été fait par les... Moi, au tout départ, si tu veux, on est une entreprise entrepreneuriale. On est une soixantaine de collaborateurs et je ne savais pas comment expliquer mon métier à mes enfants. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon écoute, on fait du bien à la planète et on va faire en sorte dans toutes nos activités d'investissement, et alors pas uniquement dans l'immobilier, mais aussi dans l'industrie, dans le commerce, dans les startups, on va faire en sorte d'embarquer avec nous en fait une dimension environnementale et sociale très forte. Alors pour plein de raisons. Alors, si on parle de l'industrie sans parler de l'immobilier, eh bien, on s'aperçoit que les industriels qui n'ont pas intégré en fait ces éléments de performance environnementale et sociale vont être sortis du jeu dans les années à venir parce que leurs donneurs d'ordre exigeront d'eux d'avoir des standards très élevés en matière d'environnement et de social. C'est aussi, nous on le constate en tout cas sur l'immobilier, lorsqu'on rénove un actif pour en faire un espace de co-living ou pour en faire des suites hôtelières ou pour en faire un hôtel, que l'on souhaite vendre cet actif, eh bien, la dimension environnementale et sociale est hyper importante dans son exploitation et aussi dans sa liquidité. Je veux dire, je ne connais plus un institutionnel capable d'acheter un actif qui soit une passoire thermique, et on est tous d'accord là-dessus. Donc, de fait, certes, ça coûte en rendement potentiellement, ça coûte en CAPEX, mais en revanche, ça favorise la liquidité de l'actif dans lequel vous allez investir et rénover. Pour la petite histoire, on a fait récemment un immeuble qu'on a transformé de passoire thermique à un DPEA, et on est très heureux de pouvoir le faire parce qu'effectivement, ça satisfait aux utilisateurs qui sont heureux d'être dans un environnement cost-effectif, environnementalement friendly. Ça satisfait aussi à nos futurs acheteurs qui sont heureux d'acheter un actif de qualité environnementale prime. Ok. C'est très clair. En fait, à vous entendre, c'est une nécessité absolue. C'est-à-dire que là, ça coûte, mais finalement, c'est une question de survie à terme. On va arriver à la fin. Je vais vous demander un mot de la fin. Vous avez droit à 3 mots éventuellement, maximum. Jean-François, tu commences l'exercice. Des convictions 2025, très rapidement. Alors rapidement, c'est sélectivité. Enfin, voilà, il faut faire très attention à ce qu'on achète aujourd'hui et peut-être encore plus qu'avant. Et l'asset management, on en a parlé. Aujourd'hui, on crée de la valeur parce qu'on a des équipes. Enfin, en ce qui nous concerne, on a des équipes un peu partout en Europe et ça aussi, d'avoir des équipes proches, d'avoir effectivement cette proximité avec la gestion au quotidien de nos actifs, gestion de nos locataires, ça vient préserver aussi la valeur. Et dernier mot, diversification. Je pense que ça reste la clé de l'immobilier. Oui, il a tout dit, donc non, bien évidemment, résilience autant que faire se peut, durée, enfin, il faut être là dans la durée, même dans les moments où c'est un peu compliqué, et puis thématique d'investissement, il y a des très belles thématiques encore à jouer, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la santé, ça se passe plutôt bien, c'est décorrélant, c'est des tendances de très long terme démographiques, on parlait de SG, d'ISR, on est en plein dedans. Le vieillissement de la population, c'est un sujet qu'on va adresser pour de nombreuses décennies. Et donc, voilà, à la française, si on avait une conviction à vous partager, c'est la santé, bien évidemment, sans oublier ce qu'on fait en termes de gestion des stocks et du travail
très important d'asset management sur l'entièreté du patrimoine des 11 milliards de SCPI qu'on gère. Donc les 200 collaborateurs de la Française REM sont sur le pont au quotidien et essayent de maintenir la valeur pour le moment et de préparer la suite avec notamment tout ce qui est dimension ISR qui va être très important dans le futur. Le premier mot, c'est conviction, je pense. Dans un marché où la visibilité n'est pas parfaite, c'est celles et ceux qui feront les bons choix avec des vraies convictions, je pense, qui délivreront de la valeur à la fin. Expertise, je pense qu'il faut bien connaître ses actifs, bien connaître les métiers, bien connaître l'environnement. On ne s'invente pas sur un segment en particulier comme ça. Expertise, expérience et beaucoup d'agilité et d'opportunisme. Je pense que ça fait partie des qualités à avoir dans l'environnement qu'on a devant nous. Je vais redire à peu près tout ce que tout le monde a dit, mais effectivement, moi, si je devais rajouter un mot, c'est repositionnement. L'idée, c'est de basculer des actifs un peu sur des marchés froids et d'aller vers des marchés chauds, plus porteurs, plus de rendement. C'est évidemment rigueur, parce qu'il faut beaucoup de rigueur et beaucoup de raison aussi. Il ne faut pas s'emporter sur des valorisations dont on imaginait être sans fin. Donc il faut rester la tête froide, expertise, raison et repositionnement, et sans doute ISR, puisque l'ensemble de nos repositionnements s'inscrivent dans une logique environnementale volontaire et sociale volontaire. Merci messieurs pour tous ces échanges de qualité.